Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on va commencer. Ça attirera peut-être les participants. Donc, merci à toutes et tous de venir. Euh, on va aborder aujourd'hui avec Olivier la thématique de l'utilisation de la donnée sur toute la chaîne de valeur, de toute la chaîne de valeur opérationnelle, enfin assurantielle, pardon. En détail. Pourquoi sur le climatique? Pourquoi c'est une thématique qui nous est chère, je pense, à tous les deux. Donc je vais donner le point de vue Swiss Re et peut-être rappeler deux, trois notions, deux, trois chiffres qu'on a évoqués ce matin également en table ronde d'introduction de l'événement pour exprimer que le climatique, c'est un enjeu et c'est un risque exponentiel et qui subit des transformations majeures depuis quelques années. Donc, on a au global, en 2024, 145 milliards d'euros, 145 pardon, milliards de dollars de pertes assurées au niveau mondial. Sur la France, ça représentait 5 milliards d'euros sur 2024. Sur 2025, on s'attend à peu près à avoir un même chiffre avec une tendance haussière de 5 à 7 %. On se rend compte que déjà avec des premiers événements comme les incendies de forêt en Californie en début d'année, on a déjà eu 40 milliards de dollars de pertes. Et on voit que sur le premier semestre, on a déjà atteint 80 milliards de dollars de pertes sur ces phénomènes-là, sachant qu'on n'a pas encore la grosse période de tempête, de cyclone qui généralement arrive à partir du mois d'octobre, novembre sur certains territoires. Ces chiffres-là, je vous les donne à un niveau mondial. On peut évidemment les lisser, les corréler à des territoires plus proches de nous, donc en Europe et en France. Si je prends des épisodes comme les grêles, par exemple, on a eu un gros épisode de grêle en 2022 avec des pertes assurées de l'ordre de 5 à 6 milliards sur la France. On n'a pas été touché par les pertes en 2024. Par contre, on a été largement touché par d'autres événements, comme les inondations, la sécheresse et les feux de forêt. Donc en fait, on constate depuis un certain nombre d'années une fréquence d'événements en hausse et évidemment, au-delà de la fréquence, c'est la sinistralité. Quand on a un événement de grêle qui tombe sur une zone très urbanisée, évidemment, les pertes assurées sont très importante. Euh, Vous voyez, au sein de l'écosystème, il y a des grands ensembles. L'écosystème bouge, innove. Vous avez, je pense, si on prend un peu de recul, plusieurs typologies d'acteurs. Vous avez des acteurs très installés qui ont un Climate Lab, qui ont investi depuis pas mal de temps sur ces problématiques-là. On a à l'autre bout de l'échiquier, on a des petits acteurs qui commencent à se positionner, qui essayent de comprendre comment ça fonctionne, mais qui ont peut-être un peu moins de moyens ou qui ne sont pas encore assez matures pour enclencher des vrais sujets. Et puis au milieu, on a un certain nombre d'acteurs qui, depuis 2-3 ans, commencent à se mettre commencent à ordonner les choses en interne. Je pense que chez Swiss Re, on avait à cœur d'inviter un de ces acteurs, donc CNP. Et donc j'ai le plaisir d'avoir Olivier à côté de moi. Donc Olivier qui est directeur réassurance, modélisation et provisionnement chez CNP. Bonjour Olivier. Je me suis Sophie? trompée? Non, c'est bien ça. Donc, je suis bien en charge de tout ce qui est partie. Alors, c'est pas tout CNP, c'est juste la partie ABP, donc assurance bien de personnes, et c'est toute la partie liée à la banque postale, et donc la vente notamment de tout ce qui est assurance auto et maison par la banque postale. Donc, pour rappel, hein, la CNP, c'est un groupe qui est très grand, qui fait 1,6 milliard de résultats, mais derrière ça, la partie Yard est toute petite. On doit être à peu près le 13e acteur sur l'habitation. Sur l'auto, on est plutôt autour du 20e. Et donc, avec une filiale qui a été créée en 2011, euh, des expositions qui commencent à être relevantes à partir de 2016, ce qui veut dire que pour nous, globalement, on a toujours eu de la sécheresse. Donc faire des modèles climatiques, c'est juste impossible pour nous. L'autre chose, c'est que CNP Yard, c'est que de l'assurance pour les particuliers, il n'y a pas du tout de pro. Et puis,
la banque reste a vocation à rester citoyenne et à mutualiser tous les risques. Et on sait qu'aujourd'hui, avec les modèles qui s'affinent, c'est quelque chose qui peut être mis à risque. Tout à fait. Je pense que la question de l'assurabilité, elle a été évoquée quelque peu ce matin. On va la réévoquer aussi ensemble. C'est quelque chose sur lequel, en tous les cas, vous êtes attachés à conserver ce modèle-là, qui est un modèle qui nous est envié d'ailleurs dans le monde entier. Et donc, du coup, pour avoir quand même des modèles climatiques qui nous permettent de comprendre un peu mieux tous nos risques et notre exposition, on a appelé Sophie, notamment, on a cherché d'autres, mais donc on travaille aujourd'hui avec Sophie depuis quelques années, et avec RDS, qui est Swiss Re. Je ne sais pas si tu peux nous en dire plus. En fait, chez Swiss Re, donc c'est un réassureur qui va fournir de la capacité financière aux assureurs pour se prémunir de différents enjeux qui pourraient se présenter en cas notamment de gros risques adverses climatiques. Toutes ces données, toute cette capacité financière, elle est calculée à partir de données qui ont été agrégées ou travaillées depuis 150 ans, puisque ça fait depuis 150 ans que Swiss Re est sur le marché. Et donc, on travaille, on a des équipes de modélisateurs, de climatologues qui travaillent à faire rouler des milliers et des milliers de scénarios probabilistiques et stochastiques qui nous permettent d'arriver à des scores du risque et à de la modélisation de pertes. Toutes ces informations-là, elles sont utiles pour notre activité et on les met également à disposition d'acteurs clients. Comme CNP. CNP, ce sont des clients sur la partie réassurance, mais on a le plaisir d'avoir pu leur démontrer la pertinence de ces modèles-là pour les accompagner sur ces grands enjeux-là. On travaille aussi avec des banques et on travaille aussi avec des corporates. L'idée, c'est de mettre de la donnée, des outils et ou à chaque fois, de la donnée et ou des outils et ou du conseil pour répondre à ces grands enjeux de compréhension de la connaissance du risque climatique au service des enjeux de l'assurance en fait. N'hésitez pas à nous poser des questions au fur et à mesure de la présentation, c'est avec grand plaisir. Donc, moi, je voulais revenir un petit peu peut-être sur la jeunesse, parce que j'expliquais au début de l'intervention que ce qu'on peut observer sur le marché français, qui est quand même un marché très mature sur l'assurance, il y a vraiment 3 catégories, 3 profils de players. Et sans parler de la CCR qui fournit également des solutions, de la MRN qui fournit des solutions, des données, etc. En tous les cas, pour les acteurs de l'assurance, on voit qu'il y a vraiment des acteurs style, parce qu'ils étaient là ce matin, ils sont peut-être là encore dans la salle, donc on a Covea qui a un Climate Lab, on a Vaif aussi qui a un Climate Lab, pour parler de territoire, des acteurs qui sont dans le territoire nortais. On a des AXA, on a des Generali. Et nous, on a observé ces 2 dernières années qu'il y a des acteurs, même de taille assez importante, qui ne sont pas encore équipés de Climate Lab, mais qui fourmillent d'idées et qui veulent lancer des gros programmes de transformation. Comment ça s'est passé chez CNP? Qui a porté ça? Quelle est la genèse un petit peu de tous ces questionnements? Alors, la genèse, avant de parler de projet, c'est on est touché par des climatiques, notamment les climatiques de 2022, avec des grêles et une sécheresse qui sont répétées au fur et à mesure du temps. Et une observation, c'est que même si la filiale est partout en France, nous ne sommes pas touchés à notre part de marché sur chaque événement. Les grêles, même si elles avaient 2 mois d'écart, on voit que l'impact géographique joue et on n'a pas été touché de la même manière. C'est pareil sur les sécheresses, on voit qu'on n'est pas touché par la même part de marché entre 2022 et 2018. À partir de là, on a réellement une volonté de comprendre comment jouer avec un outil pour affiner notre compréhension de notre risque et de ce qu'on souscrit. Par la suite, évidemment, les climatiques sont en croissance. C'est à peu près 20% de notre risque habitation. Et donc, il y a réellement une volonté de les maîtriser à un moment où on sait qu'ils vont croître d'environ 50-60% d'ici 2050. Une peur que certains assureurs se retirent de certains marchés, alors que nous sommes très attachés à la citoyenneté et à la mutualisation. Donc, une volonté quand même toujours là de connaître nos risques. Une volonté aussi, lors des gros événements,
d'apporter de la connaissance à nos équipes indemnisation qui se retrouvent avec un raz-de-marée après une grêle assez importante, et donc de pouvoir les aider au travers des outils qui vont leur donner un nombre d'assurés potentiellement touchés. Donc, si je comprends bien, là, tu as parlé de distribution, puisque tu as parlé un petit peu de la façon de la distribution de votre portefeuille en France. Tu as parlé des services indemnisation. Toi, tu es au service de réassurance, modélisation et suivi risque. En fait, quels sont tous les métiers qui peuvent être intégrés à ce genre de discussion, à ce genre de projet? Aujourd'hui, c'est quasiment toute l'entreprise qui est impactée par la croissance des climatiques et comment les absorber. Tu l'as un peu dit, hein, oui. Mais l'indemnisation réellement est impactée parce qu'on a un process, grands événements, juste après pour intégrer et réagir le plus rapidement possible dans l'indemnisation de nos assurés, éventuellement avec des aides ou des dérogations pour intervenir plus rapidement. On a une campagne par rapport au réseau sur des rappels sur comment annoncer les risques. On a des campagnes de prévention, je pense qu'on y reviendra plus tard, qui sont faites de manière assez régulière dans l'année pour rappeler les bons gestes. Et donc, évidemment, aussi la partie distribution, puisque forcément, il faut accompagner cette croissance des primes et des revalorisations qui sont quand même assez conséquentes, notamment l'année dernière avec l'évolution des primes CatNat. Et finalement, moi aussi, puisque je suis là et je dois suivre le risque, côté provisionnement, mais aussi pour bien indiquer la rentabilité de l'entreprise. Donc, on l'évoquait tout à l'heure là, sur la France métropolitaine, je l'évoquais un peu en introduction, mais entre les feux de forêt, les inondations, les épisodes de grêle, on a déjà observé sur 2025 un certain nombre d'épisodes de périls secondaires. Et pour rappel, ces périls secondaires, ils ont représenté, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent, mais un tiers des pertes assurées sur l'année 2024 au niveau global. Donc on a vraiment cette émergence. Est-ce que tu penses que le portefeuille CNP est affecté de la même façon que le reste tu parlais de part de marché tout à l'heure, mais est-ce que tu avais, avant de commencer à travailler, et tu pourras peut-être nous expliquer quels outils et actuellement ou quelle méthodologie vous employez, mais est-ce que ton impression, c'était que vous étiez aligné avec la vision marché ou complètement en... On ne souscrit pas exactement les mêmes risques que le marché, parce qu'on n'a que du risque habitation. Donc déjà, on n'a pas toute la partie agricole, notamment sur la sécheresse ou la grêle, qui est fortement touchée. Sur le reste, a priori, on est touché comme les autres, au-delà de notre part de marché qui peut évoluer d'une région à une autre. Et enfin, on a aussi les DOM qui ont fortement été touchés. Et on est présent en Mayotte, les Caraïbes et la Réunion qui ont subi quand même des gros cyclones ces dernières années. Et donc là, on est touché globalement à notre part de marché. Sur les feux de forêt, aujourd'hui, il y a quand même encore globalement peu de maisons qui brûlent, heureusement en France. Donc c'est énormément la partie agricole qui est touchée. Je crois que sur les feux de l'Aude de cet été, il y a une centaine de maisons qui ont été touchées. On aurait dû en avoir une. Bon voilà, avec la volatilité, c'est tombé sur 0. Mais voilà, donc les feux de forêt ne nous ont pas touchés. Par contre, les dom-toms ou la grêle, généralement, on est touché plus ou moins à notre part de marché. Sur les travaux que vous avez déjà initiés, en fait, en interne, comment ça on a dit tout à l'heure, j'ai donné la date de 2024, la date à laquelle vous avez initié ou lancé, je suppose, un programme un petit peu transformationnel. Qu'est-ce que vous faisiez avant cette décision de lancer et d'aller chercher des solutions potentiellement sur le marché? Quelle bonne pratique aviez-vous en place et qu'est-ce qui vous manquait? Quel était le gap? Généralement, jusqu'à aujourd'hui, on demande à la CCR notre part de marché sur un événement et on applique en termes de provisionnement juste ce chiffre. Et globalement, le groupe étant assez gros, ça permet d'être prudent et voilà, c'est suffisant. Derrière, on sait que la volatilité du résultat est quand même non neutre. Alors pour le groupe, c'est non neutre. Pour la filiale, ça l'est un peu plus. Donc ça va nous permettre d'affiner nos prévisions d'impact d'un événement climatique. Mais au-delà de ça, c'est aujourd'hui quand même une préoccupation sur ce qui va survenir dans le futur et donc réellement une approche beaucoup plus
précises pour estimer ces événements, mais aussi éviter que on puisse faire certaines erreurs. Donc là, ce que tu dis, c'est que vous aviez des informations sur votre part de marché ou sur la SCCR. Quand on parle de risques climatiques, ça englobe un large panel de métiers ou de cas d'usage sur lequel le climatique a une influence, notamment la souscription, par exemple, la gestion effectivement du portefeuille, la prévention, comme tu l'as dit. Par exemple, si je prends la souscription ou la gestion d'un portefeuille, le monitoring du portefeuille, quels étaient est-ce que vous aviez des informations climatiques qui pouvaient déjà renseigner une partie du portefeuille ou tout? Donc, généralement, quand il y a un événement climatique, suite à celui-ci, on regarde les codes postaux et on prévient les assurés de ces codes postaux qu'ils ont été touchés. Et donc, on leur rappelle les bonnes méthodes pour déclarer un sinistre. Donc, généralement, c'est aussi fait au travers du site de la Banque Postale. Ce qu'il faut voir, c'est que la Banque Postale, contrairement à certaines autres banques, n'est pas du tout subdivisée en territoires. Donc, on a la même politique pour tous les territoires et il n'y a pas de volonté de segmenter ou d'avoir une approche commerciale différenciée selon les territoires. Donc, globalement, si des conseillers vendent, derrière, on va les accepter. Il n'y a pas du tout une recherche de limiter les ventes dans un côté ou d'augmenter les ventes de l'autre. C'est réellement les vendeurs qui vendent l'assurance au gré des clients et de ce qu'ils arrivent à vendre. Donc, on ne contrôle pas aujourd'hui du tout notre représentation sur le territoire. Et après, par rapport aux grands événements, ce qui est aussi fait, et ça depuis plusieurs années, c'est que généralement nos équipes d'indemnisation qui sont basées à Nantes se déplacent plutôt 2 semaines après l'événement dans un bureau postal en donnant rendez-vous à tous les assurés qui ont été touchés, qui veulent déclarer un sinistre ou directement réparer leur voiture quand c'était le besoin a lieu. Donc ça c'est intéressant parce que ça a une incidence. Je crois que sur l'événement de Valence de la Dana du mois de novembre dernier, il y avait eu aussi ce report d'un bureau spécifique de la part du Consortio pour justement être au plus près des sinistrés et puis récupérer les informations au plus vite. Donc je pense que c'est intéressant cette proximité du réseau de distribution et aussi du réseau finalement de gestionnaires de sinistres a quand même une importance sur la satisfaction client et sur l'expérience client. Tu peux m'en dire un petit peu plus, Olivier, peut-être sur les travaux que vous avez déjà initiés sur tout ce qui est climatique et ce que vous planifiez sur les prochaines années. En fait, c'est quoi ta roadmap et comment tu as réussi à onboarder un peu tout le monde en interne? La roadmap, donc, c'est travailler avec l'outil Swiss Re pour, en cartographier les risques. Donc cette cartographie, elle va nous permettre de voir notre part de marché, évidemment à une maille géographique très fine, mais aussi elle va nous permettre de savoir quels sont les attributs de la maison ou du toit de manière assez précise. Donc on va pouvoir voir si on est plus représenté sur de la brique, du parpaing, ou plutôt en bord de rivière ou en haut de la rivière. Bon, les premiers résultats sont plutôt sur une uniformité de notre exposition, mais c'est bien de le savoir. Et puis après, on va voir d'un point de vue géographique. La Banque Postale est quand même assez représentée dans les agglomérations et beaucoup moins dans les zones rurales. On le voit notamment, on est très peu en Corse, en Bretagne ou en Alsace. Alors l'Alsace est quand même plus urbanisé, mais on est moins présent. Donc on va quand même pouvoir voir tout ça de manière plus précise. Derrière, on a aussi beaucoup de locataires par rapport aux propriétaires. Donc c'est des questions qu'on va pouvoir analyser au fur et à mesure pour comprendre notre impact de risque sur tous ces différents périls. Alors, ce qui est intéressant, je suppose, parce qu'on l'a observé aussi avec d'autres acteurs, c'est que ce premier travail préliminaire de voir justement la cartographie des risques, ça permet aussi de faire un parallèle avec les politiques de distribution et les politiques potentiellement de tarification historiques, finalement. C'est-à-dire que, alors vous, sur la politique de tarification, ce que je comprends, c'est qu'elle est uniforme, Voilà. elle est uniforme, donc ça ne peut pas être ça. Et ce qui est étonnant, puisque même sur la politique de distribution, vous êtes un acteur
un acteur hybride, j'ai envie de dire, sur le marché français, et vous êtes distribué équitablement, en tous les cas, Oui. sur le marché français, Mais sur le territoire français. Pardon. derrière, la Banque Postale n'a pas la même représentativité sur tous les territoires. On sait qu'il y a au moins un fort acteur, notamment en Bretagne, qui forcément prend des parts de marché. Et inversement, dans le Nord, peut-être une population un peu plus fragile qui a tendance à venir un peu plus facilement à la Banque Postale. C'est pour ça qu'il y avait aussi sur l'Île-de-France, il me semble. Sur l'Île-de-France, PACA, où ça se retrouve. Un peu plus surprenant, peut-être Bordeaux, qui n'est pas forcément une région populaire, mais où on est assez bien représenté. D'accord. Et tu as aussi mentionné cette dichotomie sur l'appartement ou sur la maison qui peut venir expliquer un caractère un peu social du portefeuille, des spécificités. Ouais, là, clairement, de c'est les populations fragiles qui sont évidemment plus locataires que propriétaires. Tu mentionnais les attributs de l'habitat. Donc effectivement, ça c'est des données que nous, chez Swiss Re, on peut mettre à disposition, et quand on les croise avec le risque climatique, je pense que ça sera la prochaine étape. Ça commence à devenir assez intéressant et assez précis en termes de vulnérabilité du portefeuille. Ça, c'était des informations que vous arrivez à extraire au moment de la souscription, ou tout au long de la vie du portefeuille, de la police, vous arrivez à enrichir ces données-là, ou vous êtes complètement nu, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on est complètement nu. On sait que c'est des données qui sont en open data, donc potentiellement on aurait pu les récupérer tout seul. Mais c'est vrai que cumuler la recherche des données en open data, cumuler la recherche sur les modèles des différents périls, puisque quand même l'outil permet de faire l'inondation, la sécheresse, la tempête, les tremblements de terre, il y a quand même pas mal de périls qui sont modélisés. À la fin, c'est quand même un investissement très lourd pour une compagnie moyenne. Et en plus, avec un historique qui probablement ne permet pas d'aller avoir suffisamment de données, en tout cas d'un point de vue modèle climatique, pour obtenir quelque chose de représentatif. Donc là, on a parlé cartographie, d'attributs des bâtiments qui permet de bien comprendre, de bien aider à cartographier ces risques. Quels sont les autres travaux, ou comment tu vois ce séquencement en fait venir, à part la cartographie des risques? Derrière ça, il y a une volonté de rejouer des événements climatiques majeurs passés, puisque ça peut quand même donner des indications sur le renouvellement des politiques de réassurance et comprendre quelles capacités ou quelles priorités adapter. Et là, je pense notamment sur les cyclones dans les Caraïbes, ça fait quelques années qu'on n'en a pas eu, mais si ça nous touche, ce serait bien de savoir quelle est notre exposition, avec une exposition qui croît fortement dans les DOM. Mais c'est vrai un peu partout, hein. Sur la sécheresse, il faut qu'on comprenne quelle est notre exposition, notamment sur le nord où on est potentiellement exposé, et avec une sécheresse qui a tendance à remonter fortement la France. On a une volonté aussi, d'un point de vue hors-ça climatique, c'est que l'outil nous permettra de projeter les risques jusqu'en 2050 en fonction des scénarios du GIEC, et donc ça aidera notre équipe de risque justement de calibrer cet hors-ça qui aujourd'hui est quand même fait approximativement, ou en tout cas sans indicateur fort de ce qui se passera jusqu'en 2050. Et ensuite, on a eu un sinistre à Saint-Omer, qui est comme beaucoup de monde, puisque Saint-Omer a été fortement inondé en 2023. Et dans ce sinistre, aujourd'hui, il y a une volonté quand même de reconstruire en prévenant, c'est-à-dire en évitant que ces sinistres aient lieu de nouveau, sauf que le maire a accepté de reconstruire la maison globalement à l'identique, et donc on sait que c'est un futur sinistre. Aujourd'hui, dans l'état de nos connaissances, nous ne sommes pas capables de refuser de souscrire cette maison, sauf que on a tendance à penser que si on a déjà payé cette maison et qu'elle est vouée à revoir, malgré les conseils de changer la manière de construire pour construire un peu plus en hauteur, ou voire de déménager. Donc il y a aussi cette utilisation de l'outil pour éviter de reprendre certains risques qu'on aurait déjà payés. Donc l'objectif, c'est quand même de souscrire tout le monde, sauf ceux qu'on a déjà payés, qui refusent les conseils. Et enfin, il y a une vraie question aujourd'hui, et ça c'est un sujet difficile, c'est la réflexion sur la souscription. Avec toutes ces informations, on pourrait penser que ça pourrait exclure beaucoup, ce qui n'est absolument pas notre volonté au sein de la Banque Postale, puisque, je répète, il y a le côté citoyen et d'offrir une assurance à tout le monde.
Et donc là, on va regarder régulièrement des cartes dans le temps pour voir si on a une déviance de nos risques ou sur certains périls. Donc ça veut dire que si certains assureurs se retirent et nous mettent en risque, ben, on aura la preuve de cela. Bon, on peut espérer que l'observatoire avec la CCR qui se met en place préserve la mutualisation et donc évite qu'on en arrive à des problématiques. Mais ça, en tout cas, nous, on contrôlera tout ça. Ça permettra aussi de donner un second regard justement sur ce que fait cet observatoire. Et enfin, le dernier point qui est né plus tard, c'est l'aspect de la prévention à l'adresse. Je vais revenir là sur la réflexion sur la souscription, si tu me permets. Là, la façon dont on travaille ensemble, c'est effectivement, comme tu l'adresses, d'enrichir le portefeuille, déjà avec des données climatiques actuelles, donc avec un score d'intensité qui permet de déterminer qu'à telle adresse, en fait, on a une propension à ce que tel événement se produise une fois tous les 50 ans, tous les 100 ans, selon des périodes de retour, etc., plus les attributs du bâtiment. Donc très intéressant, effectivement, pour travailler sur le portefeuille. Mais effectivement, au moment de la souscription, au moment de la sélection d'un nouveau risque, en fait, au moment du devis, on pourrait, comme tu dis, avoir tendance à vouloir utiliser ça. Alors peut-être pas pour activer une tarification, activer une tarification autre, mais en tous les cas pour, comme tu le dis, comprendre le risque et l'intégrer à son portefeuille. Est-ce que ça, c'est des choses aussi qui sont dans votre viseur ou pas tout de suite? Pas tout de suite. Alors je vais dire différemment. C'est aujourd'hui, on veut être capable de le faire, mais si on ne voit pas de déviance sur notre exposition, pourquoi le faire? Je veux dire, on ne va pas contribuer à créer de la démutualisation alors qu'on veut la mutualisation. Mais on aura l'opportunité, en tout cas, de bien comprendre le risque. Ça nous permettra aussi de mieux comprendre notre sinistralité. Et l'objectif, c'est d'être prêt si des acteurs le font et d'être prêt aussi par rapport à l'observatoire de la CCR. Peut-être revenir sur le dernier point que tu évoquais là, sur la prévention. Et dans prévention, il y a beaucoup de choses, en fait. Voilà. Donc, quelle définition tu peux en donner et quelles mesures ou quel cas d'usage, quelle initiative vous avez déjà lancé au sein de CNP? Donc, la prévention, ça a pour objectif de diminuer aussi bien la fréquence que le coût moyen. Bon, parce qu'évidemment, on ne va pas déplacer les maisons, donc la fréquence sera toujours là pour l'inondation, mais l'objectif, c'est quand même de diminuer le coût moyen en cas de sinistre en permettant que l'assuré adapte son habitat et que ce soit moins coûteux au moment d'une inondation. Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est que nous, on participe à Innovation Sécheresse, qui est un groupe de travail pour voir comment mieux gérer les sécheresses, donc aussi bien d'un point de vue a priori et comprendre ce que peuvent faire les assurés pour diminuer ce risque. Donc c'est facilement le débroussaillage, mais c'est aussi voir si on peut mettre des rétentions d'eau de pluie et les livrer en temps sec. Et puis c'est voir aussi comment on peut mieux reconstruire. Aujourd'hui, on sait qu'en cas de sécheresse, c'est des micropieux qui sont utilisés, c'est très coûteux, et il y a quand même peut-être des solutions d'aujourd'hui d'ingénierie qui permettraient que ça soit moins coûteux. On vient de mettre aussi en place un lancement d'alerte climatique. Alors c'est très usuel par les assureurs. Je pense que la moitié des assureurs le font. Mais donc, c'est à l'approche d'un événement climatique. On rappelle que l'événement approche, ce qui permet que leur Velux mette la voiture en sécurité. C'est des petits gestes, mais qui généralement, ça limite les coûts. Et puis là, on a, avec notamment l'outil, on va connaître les attributs de la maison, on va connaître où elle se situe, et on va pouvoir donc faire des messages de prévention a priori. On va pouvoir, pour une maison qui est située en bord de fleuve, rappeler que c'est peut-être mieux d'avoir la chaudière pas dans la cave, donc la mettre en hauteur. Ça peut être mieux d'avoir des parterres d'eau. Et donc c'est des gestes qui peuvent permettre de limiter les coûts. Et ça, il suffit de comprendre quels sont les attributs et d'en faire des groupes. Et faire des messages ad hoc, et on voit que c'est très intéressant. Ces messages, on pourra aussi les relier au conseiller bancaire, qui pourrait lui aussi les donner donc aux assurés. Et dans un dernier temps, ça c'est le petit avantage d'être un banque assureur, c'est que la banque pourrait aussi financer s'il y a besoin, parce que parfois ça peut coûter
coûter 2-3 000 euros. Généralement, la prévention, ce n'est pas des actions qui coûtent très cher, sinon c'est plus de la prévention, mais c'est une infrastructure. Mais on peut penser à un modèle économique où la banque fasse un prêt à des conditions avantageuses pour prévenir, et nous, comme assureurs, on fasse une petite réduction qui financerait justement cette réduction du taux. Donc ça, c'est réellement quelque chose qui est... on commence à en parler avec la banque. La banque a un peu de retard sur les climatiques, mais commence à prendre le sujet aussi en main. C'est intéressant ce que tu dis sur ces actions de prévention, parce qu'on voit qu'il y a des innovations qui se multiplient, notamment sur le Build Back Better. Mais en tous les cas, oui. Là, vous, c'est plutôt associer votre statut de banque assureur pour rentrer dans une démarche qui évite un sinistre potentiellement, qui n'est pas là pour reconstruire, mais qui va vraiment être en avance de phase. C'est ça. On peut même intervenir directement aujourd'hui dans l'obtention d'un prêt où on pourrait dire oui, mais on voit que la maison est à risque pour les motifs X, Y, Z, ajoute peut-être 2-3 000 euros dans le financement, et puis ça va aussi un peu avec ma prime rénov', où aujourd'hui c'est totalement sur l'écologie, mais on pourrait très bien penser à quelque chose qui soit sur ma prime prévention ou ma prime climatique, qui aura plus ou moins un système similaire, mais qui permettrait d'éviter un sinistre climatique. J'ajoute sur ça, c'est que la prime rénov', au départ, il n'y avait pas du tout de prévention là-dedans, et je crois qu'ils sont en train d'envisager quand même de l'ajouter. Là, tu as brossé quand même le portrait, on a balayé le portefeuille, la souscription, le pricing, la prévention, la distribution. Est-ce que tu as ressenti au sein d'un grand groupe comme CNP des freins ou un défaut de conscientisation, en tous les cas, de ce phénomène d'augmentation des sinistres, du climatique, pardon, ou est-ce que tout le monde est acquis à la cause et que c'est facile d'en parler, et puis que les énergies Non, c'est très facile d'en parler, je pense que tout le monde est acquis à la cause. On a quand même un retour du groupe encore au niveau dessus, parce que je parle beaucoup de CNP et banque, mais derrière c'est la CDC, et la CDC qui, elle, voit quand même des problèmes d'assurabilité, notamment à Mayotte et en Réunion, où ils ont du mal à assurer leurs projets dorénavant, et donc ils sont aussi très sensibles sur ces points de... comment faire pour assurer tout le monde, y compris, alors là on parle des habitations, on sait qu'aujourd'hui globalement tout le monde arrive à s'assurer, mais sur des projets professionnels, là on voit quand même qu'il y a du retrait. La Nouvelle-Calédonie en est un exemple pour les émeutes, donc on s'éloigne du sujet d'aujourd'hui des climatiques, mais on sait très bien que les climatiques on pourrait y arriver aussi. Et donc globalement tout le monde est en phase, et c'est vrai que l'objectif c'est bien de n'exclure personne, et c'est pour ça que la prévention peut être un axe. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Là, je pense que l'idée, c'est vraiment d'être dans un dialogue assez ouvert et de profiter de la présence d'Olivier pour comprendre comment ces grandes questions sont déclinées au sein d'un tel groupe. Ou... Je ne sais pas si c'est nécessaire. Oui. Laurent Feuillebois, je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle Mitigate. On opère en Norvège, où j'ai créé l'entreprise, et au Royaume-Uni justement avec des assureurs, et on les supporte sur le Build Back Better, sur l'inondation, floodery et d'autres. Et en fait, je me demandais comment vous envisagez le déploiement de prévention à l'adresse en France, et quels sont les principaux, on va dire, j'ai envie d'appeler ça des remparts peut-être, Alors, le premier point, c'est réellement trouver les axes qui définissent les risques les plus importants, et ensuite d'avoir un message qui soit personnalisé, même s'il ne le sera pas, parce que ça ne sera pas un par un qu'on va appeler, mais d'avoir des messages qui soient personnalisés sur le risque. On peut quand même trouver des attributs qui caractérisent un risque. Alors, si on prend l'inondation, ça va évidemment être proche d'un fleuve qui déborde. D'ailleurs, on voit la période de retour qui est élevée, et du coup rappeler quels sont les bons gestes à avoir sur l'inondation. Mais on a la même chose sur la sécheresse, où on sait très bien que si on a construit dans les années 60-80 en briques sur de l'argile, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc
Mais juste en rappelant ça, ce sera un premier pas. Le deuxième pas, c'est on peut très bien mettre des bulles aux conseillers bancaires quand ils voient ces personnes-là et leur dire, et les sensibiliser. En fait, on avait même eu un axe que j'ai pas encore dit, mais on avait aussi pensé que c'est rappeler, mettre une carte dans tous les bureaux postaux avec les zones d'un risque. Alors, les zones à risque du territoire du bureau postal, puisqu'il y a beaucoup plus de passages dans un bureau postal que dans une mairie. C'est ça l'avantage de votre positionnement sur le marché, je pense. Après, le groupe est grand et tout n'est pas facile à faire. Enfin, je veux dire, il y a les idées et il y a la réalisation. Mais voilà quelques idées. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai ma mère qui est conseiller financier chez vous. Fabrice Klein, Grand Port Maritime de Bordeaux, présent également sur le stand Hunter actuellement au salon. Au sein du pôle de compétitivité Hunter sur le numérique responsable, il y a plusieurs groupes de travail qui travaillent sur les impacts du changement climatique, la notion de commun numérique, la notion de jumeaux numériques. Et vous parliez tout à l'heure d'open data, vous parliez également de rejouer des situations d'événements climatiques extrêmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu aujourd'hui comment est-ce que vous travaillez? Donc j'ai bien compris qu'il y a sur des problématiques submersion, par exemple, des cartes de type PPRI, mais finalement le numérique offre beaucoup d'alternatives, de simulations, d'open data. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et quels sont peut-être les travaux de demain? Donc, au sein de Swiss Re, on a ce que j'ai évoqué tout à l'heure, on a toute une équipe qui va travailler sur. D'ailleurs, je crois qu'on a quelques représentants dans la salle qui pourront édulcorer si le propos n'est pas complet. On a toute une équipe qui travaille sur ça. Donc, on a des modèles qu'on met sur des outils internes qui sont utilisés par nos souscripteurs de réassurance pour calculer le coût de la capacité financière qu'on va distribuer à nos cédantes, comme CNP ou comme d'autres acteurs sur le marché français et ailleurs. Ces mêmes données, on les met à disposition sur d'autres supports. On peut les mettre sur des outils type web app. On a un outil qui s'appelle Catnet. Vous avez peut-être vu quelques démonstrations où en fait vous mettez une adresse et automatiquement vous allez avoir un score de risque par péril avec les périodes de retour que j'évoquais tout à l'heure, etc. On peut avoir ces informations-là aussi en termes d'API. Et on peut aussi intégrer toutes les couches entières de ces périls-là dans un SIG qui est chez le client. C'est la façon dont on va pousser les données à date. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question. Ça répond en partie à la question, puisque le fonctionnement suppose qu'il y ait un niveau de risque qui soit constant dans le temps. Or, qu'on sait d'une part, il se dégrade au cours du temps par rapport aux prévisions de changement climatique du GIEC, et on ne sait pas forcément bien quelles sont les trajectoires qui vont être suivies. Et d'autre part, et surtout, les territoires vont développer la notion de résilience. Vous parliez tout à l'heure de Bordeaux, le problème de submersion est présent, il y a des réflexions pour remonter les digues par exemple. Exactement. Comment est-ce que vous allez intégrer les travaux qui peuvent se réaliser d'aménagement qui vont contribuer à diminuer les risques? Alors on a notamment sur le risque inondation, puisque c'est ce que vous êtes en train d'évoquer avec les digues, on a acquis il y a 2 ans un acteur qui s'appelle Phasum, qui est un acteur qui fournit des données climatiques, sur l'inondation, donc fluviale, pluviale et costale, trait de côte, en fait, en prenant en compte justement les 2 vues, une vue protégée et une vue non protégée. La vue protégée, elle prend en compte justement toutes les constructions humaines, les digues, etc., qui sont mises en place par les collectivités locales. Donc sur certains périls, on arrive à avoir une granularité et un détail, une précision très extrême, notamment sur l'inondation, qui est un des périls sur lesquels on a le plus investi dernièrement chez Swiss Re. Peut-être une autre illustration, c'est sur la grêle, puisque ce qu'on évoquait tout au début, c'est que la grêle, ça fait 2 années consécutives ou 3 années consécutives que ces pertes assurées au niveau global dépassent les 50 milliards. Il y a eu un pic
à 70 milliards il y a 2 ans. Donc ce péril-là, on l'a remodélisé. Donc là, je regarde mon collègue, mais on était à 450 000 événements il y a peu de temps et on en a maintenant, non, à 250 000 événements, pardon, et on en a mis 4 millions. Donc ça veut dire que dans nos modèles, on a 4 millions d'événements grêles répartis dans le monde entier qui nous servent à modéliser, à comprendre ce type de phénomène. Donc oui, donc ça c'est pour l'actuel. Et dans ces modèles-là, on arrive aussi à prendre une vision, une projection sur les modifications du changement climatique. On suit également de très près, puisque c'est également des données qu'on utilise pour nous et qu'on met à disposition, les différents scénarios du GIEC à 5 ans qu'on peut intégrer dans ces modélisations. Donc on a la vision adapte, on a la vision protégée, non protégée, et on a une vision aussi projection avec le changement climatique selon les 4 scénarios. Très bien, je viendrai vous voir après pour avoir quelques précisions sur cette partie-là. Merci. Ouais, juste sur votre question, il faut aussi savoir, à Suisse, on fait des simulations des inondations. Donc on a seulement, je sais pas, peut-être une centaine de points historiques des crues depuis, je sais pas, 1910, peut-être 1850. Mais on fait des simulations des champs de précipitation pour 10 000 ans. Et puis après on laisse, ça va pleuvoir, puis après un routing le long de la topographie, puis après on considère tout ce qui est construit pour défense contre les inondations, puis après on a les inondations. C'est pour ça on peut vous indiquer des pertes de retour jusqu'à 1000 ans. Donc c'est des événements simulés parce qu'on n'a pas vu une crue au moins une fois dans les 1000 ou même 10 000 ans dans le passé. Donc c'est les simulations. C'est la même chose pour la grêle, en fait pour les incendies de forêt, la même chose, etc. Je voulais vite demander à Olivier, avant que tu partes, quel péril naturel t'inquiète de plus, tu penses, dans 10 ans ou 20 ans? Question pas forcément facile. Je peux regarder ça. Aujourd'hui, je pense que la sécheresse me préoccupe pour 2 raisons. 1, parce qu'elle est en pleine croissance et on n'a pas fini de la voir croître. Le deuxième, c'est probablement là où la partie assurabilité sera la plus remise en cause, puisque l'aléa est en train de disparaître. La connaissance fait que l'aléa peut disparaître, et du coup, on va rentrer en terrain un peu inconnu sur ce qu'il adviendra. Sur les inondations, au final, c'est rare. Enfin, on ne va pas avoir toute la France inondée du jour au lendemain, enfin, en tout cas, j'espère pas. On va toujours avoir des affluents qui vont être, et du coup, il y a toujours une période de retour et un aléa qui continuera à exister, et du coup plus facilement assurable, avec notamment aussi de la prévention qui peut être faite. Et là, je pense aussi aux villes qui peuvent monter des... Mais sur la sécheresse aujourd'hui, je crois ça peut devenir compliqué. Il n'y a plus de questions ? Merci infiniment d'être resté pour cette session. Merci Olivier de t'être prêté au jeu de l'interview. Et puis à très bientôt. Bonne fin de salon.